Bonsoir à vous et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent information et débat. Et c'est justement votre émission, Le Point sur l'actualité, qui débarre à l'instant, édition du 6 janvier 2025, aux côtés de nos invités. D'ailleurs, qu'on ne présente plus pour la plupart des visages bien connus, mais avec une nouveauté ce soir, Monsieur Sidi. Vous êtes avec nous. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes un analyste, un habitué, un fidèle téléspectateur de For You Media Africa et vous réagissez depuis le Bénin. Sidi Abdou Rahman, bonsoir et bienvenue. Bonsoir For You Television. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de For You. Merci beaucoup, M. Nguéné, pour l'invitation. C'est l'Afrique qui gagne et nous allons toujours répondre lorsque le devoir nous appelle. Car la libération définitive et complète de notre continent, ce n'est pas négociable. Donc, je salue tous les autres invités que vous aurez l'occasion de présenter. Merci pour l'invitation. Ouais, c'est nous que vous disons merci. Monsieur Sidi Abdou Rahman, aux côtés de Patient Parfum d'Homme, les premiers invités de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, doyen. Bonsoir, Baudelaire Nguéné, le prince de ma tombe. Bonsoir à mon ami Sidi, avec qui je partage ce plateau pour la première fois. C'est un plaisir, depuis Cotonou, d'avoir fait cet effort. Merci à lui. Et une fois de plus, c'est l'Afrique, justement, qui gagne parce que nous serons décidés à nous mettre ensemble. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs, téléauditeurs, à nos valeureux techniciens, à qui je souhaite une bonne et agréable année 2025. J'ai omis de le faire la fois dernière, à nos techniciens et à l'ensemble de toute la famille journalistique, des techniciens, en fait, la grande famille For You Media Africa. À vous, bonne et heureuse année 2025, surtout beaucoup de santé. Elle nous manque souvent, cette fameuse santé. Et sans oublier aussi à toute la grande galaxie panafricaine qui est très assidue, fidèle parmi les fidèles, qui nous a accompagnés durant toute l'année passée et toutes les années antérieures d'ailleurs. Et nous souhaitons qu'ils renforcent encore leur présence et leur fidélité à cette belle aventure qu'est For You Media Africa, mais surtout que l'Afrique se réveille. Et écoutez, l'Afrique doit se réveiller parce que nous avons l'impression que la vitesse n'est pas encore la bonne. Oui. Voilà, pour implémenter l'ensemble. On n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Oui. Non, l'ensemble des espoirs, des résolutions que les panafricains ont adoptées depuis plusieurs décennies. Je crois que cette Afrique-là doit se mettre à ce niveau-là, rimer au même diapason que les espérances et les espoirs des Africains. Nous en avons tant besoin parce que, plus que jamais, cette année doit être une année de victoire, une année d'accélération pour que très rapidement, on ne puisse plus jamais penser que les victoires glanées pendant ces années de lutte puissent être remises en cause par qui que ce soit, surtout pas par M. Macron. Voilà. M. Macron qui s'est illustré par des propos polémiques. Une fois de plus, ce soir, il estime que les pays du continent africain n'ont pas suffisamment remercié Paris pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme, Patient Parfum d'Homme. Et la chose la plus intéressante dans ce discours à l'ouverture d'ailleurs de la conférence des ambassadeurs est que Emmanuel Macron nous dit que la France n'est pas en recul en Afrique, mais elle se réorganise. C'est une mise en bouche. Nous aurons l'occasion de revenir, de décortiquer cette sortie du président Emmanuel Macron, riche en enseignement. Mais pour l'heure, les principales orientations, ou du moins, voici le sommaire de cette émission du Point sur l'actualité. Les élections législatives et locales au Tchad ont-elles été truffées d'irrégularités? De quoi doit-on qualifier la réclamation de la circonscription Diaspora Afrique, qui dit avoir enregistré de graves irrégularités à Douala, la capitale économique du Cameroun, lors de ces élections législatives? Dans un communiqué rendu public le 3 janvier dernier, le Front populaire pour la Fédération alerte l'opinion nationale et internationale sur ces manquements qui compromettent l'intégrité du scrutin. Retard dans l'ouverture des bureaux de vote, vote frauduleux par procuration, proximité du coordinateur de l'Ange avec le MPS, absence de dépouillement le premier jour, ces élections censées marquer un progrès démocratique historique pour la diaspora ont été ternies par une gestion défaillante.
ou à interroger ce soir le processus électoral dans son ensemble. Alors, allons-y, on prend rapidement également la thématique principale de cette émission. Les relations entre le Ghana et les pays de la Confédération de l'AES vont-elles s'améliorer avec l'arrivée au pouvoir de John Dramani Mahama? À quelques heures de la cérémonie d'investiture du nouveau président du Ghana, les signaux sont plutôt positifs. Dans un contexte de tension entre l'Alliance des États du Sahel, AES, et la CEDEAO, le président ghanéen élu John Dramani Mahama cherche à renforcer les liens entre ses voisins ouest-africains. Ceci s'est traduit le 2 janvier dernier par la voix des émissaires auprès des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger, tous invités ce 7 janvier à Accra à la cérémonie d'investiture de John Mahama. Le retour du président John Mahama va-t-il redynamiser la diplomatie ghanéenne à la quête d'une solution concertée entre les différents blocs sous-régionaux? Éléments de réponse à suivre dans cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à tous. Voilà, avant d'aborder justement la thématique sur le Tchad, prenons la principale thématique de cette soirée. Quelle explication donner à ce rapprochement souhaité par le Ghana par le biais de son nouveau président qui sera d'ailleurs investi chef de l'État dans quelques heures seulement. Ça sera précisément ce 7 janvier 2025, une cérémonie d'investiture à laquelle prendront part les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, pour la plupart représentés, le général de brigade Abdourahmane Tiani, qui sera bien sûr représenté par le Premier ministre nigérien Lamine Zen, et bien sûr de l'autre côté, au Mali, le ministre Diop qui devrait représenter le général d'armée Assimi Goïta. Du coup, monsieur Sidi, les signaux aujourd'hui sont plus que jamais au vert. Après une longue période de tension, le nouveau dirigeant du Ghana tente une nouvelle approche diplomatique visant à normaliser les relations, non pas seulement entre le Ghana et l'AES de façon générale, mais entre l'AES et la CEDEAO de façon générale au niveau de la sous-région. Alors, quelle interprétation faut-il faire d'entrée justement de cette main tendue du nouveau président, du président élu du Ghana, John Dramani Mahama? Il nous faut encore, M. Nguéné, bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Voyou, bonsoir à la galaxie panafricaniste et bonsoir à notre très cher doyen et aîné, le patient Parfait Ndor. Vous savez, M. Nguéné, l'Afrique est dans un élan très sérieux. Et face aux questions sérieuses, il faut des méthodes et les approches sérieuses. D'abord, il faut remercier ce président-là qui est en train de se rapprocher non seulement de l'AES et vouloir maintenir la sous-région dans une paix relative, tout au moins dans une symbiose africaine. Parce que, qui vous souviennent que certains ont refusé du côté de la Russie de faire photo aux côtés des putschistes. Donc aujourd'hui, lorsque nous avons les présidents comme celui du Ghana qui vient avec sa bonne volonté, même s'il y a encore certaines choses qu'il faut régler, il faut d'abord saluer le pas et saluer, comment dirais-je, le mouvement qu'il est en train d'ordonner là. Aujourd'hui, il y a plusieurs interrogations, M. Nguéné, que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il faut laisser ce monsieur dans les bras de Dramani Ouattara et qu'on appelle des Occidentaux en refusant de l'accueillir? C'est une interrogation. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'AES va faire la politique de chaises vides, il sera obligé d'aller traiter avec les autres. Tout au moins, lui, il est d'accord que nous sommes frères et qu'on doit traiter ensemble. Maintenant, l'autre chose, notre interrogation qui est aussi non moins importante, elle se situe au niveau de plusieurs autres points. Parce qu'il y a encore des bases militaires ghanéennes qu'on appelle françaises au niveau du Ghana.
il y a encore des impérialistes criminels qui forment, renseignent, arment les terroristes pour attaquer l'AES, pour attaquer le Burkina Faso. Donc, pour ce faire, on ne peut pas directement lui donner carte blanche, mais j'apprécie la démarche déjà des 10 patriotes panafricanistes, autorités de l'AES, qui répondent favorablement, même si ce n'est pas directement, puisque j'ai lu le général Abdelrahman Tiani, qui s'est excusé de ne pas être là, compte tenu de certains aléas, et qui se fera représenter. Au moins, ça fait qu'on appelle un pas en attendant que la diplomatie, puisque lorsqu'on parle d'une investiture, c'est juste que le premier contact pour discuter de certaines choses, mais les vrais contacts, c'est la diplomatie qui va régler ça. Et je pense que, naturellement, d'ici peu de temps, les choses rentreront dans l'ordre, puisque nous ne nous verrons pas la face. Les Nigériens et les Ghanéens, ce sont des cousins. Les Burkinabés et les Ghanéens, ce sont des cousins. C'est l'histoire qui nous renseigne cela. Donc, il n'y a pas encore de problème. Nous avions des problèmes avec Nana Akufo-Addo, qui est un valet local, pas possible, qui s'est vraiment humilié avec son âge, qui s'est retourné, qu'on appelle la veste, après avoir déclaré beaucoup d'autres choses. Bon, c'est malheureux, mais je pense que le nouveau président va prendre, qu'on appelle, ses responsabilités et traiter avec les vrais Africains. Parce que la lutte qui est en train d'être menée au niveau de l'AES, ce n'est pas la lutte du Sahel, encore moins du Sahara. Non, c'est une lutte pour la libération définitive et complète de notre continent. Une lutte pour la dignité de l'homme noir, une lutte pour une souveraineté retrouvée, une lutte pour la peau noire. Et nous n'avons aucun doute que les Ghanéens sont aussi des Noirs comme nous, parce que c'est le pays de Kwame Nkrumah, un des leaders qui s'est opposé à l'impérialisme jusqu'à sa dernière demeure. Parce que John Rawlings aussi, c'est un panafricaniste qui s'est battu pour récupérer le Ghana et qui a relevé le Ghana. Nous allons observer le nouveau président. Nous n'allons pas tomber dans ses bras, mais nous saluons déjà la démarche parce que l'AES aussi doit œuvrer à diviser la CEDEAO, qui est dissoute par les panafricanistes. L'AES aussi doit s'approcher. Elle ne peut pas s'arrêter là et se suffire. 3 pays ne peuvent pas faire l'affaire. Il faut aller, qu'on appelle faire la diplomatie. Il faut aller chercher aussi des gens des présidents qui vont accepter les idéaux panafricanistes. Si vous avez la chance qu'il y a déjà des gens qui viennent en vous, je crois que c'est normal de commencer par leur accorder de crédit. J'encourage les présidents de l'AES à aller de ce côté-là et à continuer dans la même lancée, puisque c'est l'Afrique qui gagne. Et n'oublions pas, nous sommes tous des frères entre noirs. Il n'y a que le colon qui est en train de nous diviser pour régner. S'il y a une possibilité, même une toute petite possibilité pour que nous puissions nous entendre, nous allons l'exploiter. Voilà ce que je vais souhaiter, tout en espérant que, nous aurions de bonnes relations et ne pas regretter, comme qu'on appelle avec Nana Akufo-Addo. Donc, voilà pour l'instant ce que j'ai à dire à ce niveau. Je vous remercie. Voilà. On rappelle d'ailleurs que John Dramani Mahama a été président du Ghana de 2012 à 2017 et il a remporté à nouveau la présidentielle ghanéenne du 7 décembre dernier, revenant ainsi au pouvoir avec l'ambition de réformer une économie durement frappée par la crise et insuffler justement une nouvelle dynamique à la diplomatie du Ghana, membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au-delà des défis économiques, il y a à côté Patient Parfum les défis politiques, sous-régionaux, de façon générale. Il prône pour la plupart dans son approche le dialogue, pas seulement entre le Ghana et les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, mais il est l'un des rares chefs d'État de la sous-région qui soutient mordicus que le dialogue reste le seul moyen qui peut permettre d'éviter toute division.
il ne le croit d'ailleurs pas. Du moins, il espère que l'AES ne se détachera pas définitivement de la CEDEAO parce qu'il faudrait maintenir justement ces liens entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Mais peut-on déjà dire qu'au regard des premiers gestes, ou du moins des premiers signaux envoyés par John Dramani Mahama, on décèle une forme de rupture avec ce qui était visible avec l'ancien président Nana Akufo-Addo, patient parfum d'homme? Il faut noter tout simplement dès le départ que ces deux philosophies politiques, oui, ces deux visions de la question du panafricanisme, oui, entre John Dramani Mahama et M. Nana Akufo-Addo. John Dramani Mahama est quand même ceux qui se considèrent comme les héritiers de Kwame Nkrumah. Il est dans le parti qui a été bâti et qui a ramené le Ghana et au multipartisme, à la démocratie, le parti de Jerry John Rawlings, dont il estime être l'un des héritiers aussi. Donc, ces deux visions de la politique au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest dont nous aurons l'occasion de voir à l'œuvre, c'est-à-dire entre ce que Nana Akufo-Addo a eu, c'est un libéral, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus enclin à écouter, à respecter les ordres qui viennent des institutions de Bretton Woods et d'une politique anglo-saxonne dans la culture profonde de ce que c'est la politique anglo-saxonne par rapport à tout ce qui est ancienne colonie, dont l'Afrique est par essence le lieu d'expression le plus achevé, et John Dramani Mahama qui se considère comme celui-là qui reprend le flambeau du combat de Kwame Nkrumah, de Jerry John Rawlings, donc forcément qu'il y aura une approche politique vis-à-vis de l'AES qui sera totalement différente de ce que Nana Akufo-Addo nous a donné à voir. Même aussi, panafricain dans l'âme, il est aussi pour quand même qu'on essaie de resserrer les rangs, oui, de resserrer les sous-régions, oui, de resserrer les entités sous-régionales, oui, dans l'optique d'aller vers une vision panafricaine. Donc pour lui... Maintenant, il faut clairement qu'on fasse la différence entre ce qui est souhaité et ce qui sera fait sur le terrain. Oui, c'est ce qu'il souhaite, mais aura-t-il les moyens de sa politique? Puisqu'il prend le Ghana dans un contexte bien assez particulier, marqué déjà par ses défis internes, parce qu'en parfum on parle du contexte économique. Les voyants sont au rouge du côté du Ghana. On imagine qu'à l'intérieur, en interne, la tâche ne sera pas déjà aisée. Là, il se lance dans un nouveau chantier, avec pour ambition justement de resserrer tous ces liens. Ceci dans un contexte de tension marqué justement par une implosion des divisions de part et d'autre. En a-t-il les moyens, aussi bien en interne qu'en externe? De toute façon, il a émis le vœu, oui, donc on ne peut pas mettre en doute sa volonté, ça sera fait une espèce de jugement a priori. Oui. Il est de bon temps qu'on le laisse, qu'on essaie de voir à l'œuvre, ou qu'on essaie de voir comment ça se passe. Cela va se passer. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi, aux côtés de Ghana, un autre géant qu'on appelle le Nigeria, dont l'influence sur tout ce qui constitue le bloc anglophone, si on peut l'appeler ainsi, d'Afrique de l'Ouest, est notable. Mais John Dramani Mahama, oui, est bien conscient du fait que, sur le plan économique, le Ghana ne se porte pas très bien. Oui. Et cette invitation adressée aux différents États de l'AES, c'est aussi, on ne le voit pas beaucoup sur le plan économique, mais c'est aussi une perche qui leur a tendue en disant, écoutez, nous sommes prêts à vous servir de point de débouché, n'est-ce pas, sur le plan de vos importations et de vos exportations. Oui. Nous avons quand même l'un des ports les plus importants de toute la côte ouest de l'Afrique, c'est le port de Tema, au niveau de Ghana. Donc avec vous, peut-être nous serons prêts à faire business, n'est-ce pas, à faire affaire, et nous vous ouvrons nos portes. Ça va être aussi l'une des possibilités pour, oui, le nouveau pouvoir d'essayer de relancer l'économie. C'est-à-dire au-delà de la dimension politique, justement. Oui, il y a forcément une vision économique très prononcée par le biais des relations commerciales, surtout économiques,
entre le Ghana et l'ensemble des pays du Sahel qui, et ça n'échappe à personne, sont en train de chercher des points, mais depuis la brouille avec le Bénin, pourquoi le Ghana ne se verrait pas en bout de sauvetage, si on peut l'appeler comme ça, ou bien en opportunité pour les États de l'AES comme point important, comme débouché sur la mer pour tout ce qui est comme importation et exportation pour leur propre économie, mais de manière globale pour leurs économies. Donc, ça n'échappe à personne. Et là, Dramani Mahamat a bien fait. Il n'isole pas l'AES. Il leur offre, il les tend la main, il crée cette passerelle, il les invite à sa prestation de serment, qui a quand même, sur le plan symbolique, quelque chose de très fort. Et il espère que leur venue là, au-delà de l'aspect diplomatique, va aussi sceller des liens économiques dont le Ghana a besoin aujourd'hui pour pouvoir relancer son économie. Donc, à partir de ce moment-là, on peut penser qu'il a une vision un peu plus en profondeur que l'a eu Nana Akufo-Addo, qui s'est beaucoup plié aux injonctions occidentales, même s'il faut dire que vers la fin... À la fin, il a essayé tout de même de... je ne veux pas dire de se racheter, mais cette dernière décision forte prise par Nana Akufo-Addo, celle de supprimer les visas pour tous les Africains détenteurs de passeports africains passant par fin d'homme, c'est une étape significative dans cette intégration régionale, comme on l'appelle souvent, ou du moins dans l'implémentation de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, tant vantée dans le programme de l'Union africaine, dans son agenda 2063. Oui, mais il n'y a pas que l'aspect économique. Non, il n'y a pas que l'aspect intégration, j'allais dire. Il y a aussi l'aspect économique. N'oubliez pas que en supprimant, n'est-ce pas, ce visa qui était demandé pour arriver au Ghana, c'est notre pan de l'économie ghanéenne qui va se développer. C'est le tourisme, par exemple, au niveau du Ghana. On oublie un peu, le Bénin en sait quelque chose, et ils ont beaucoup profité du fait qu'on puisse aller au Bénin sans avoir au préalable à avoir un visa. Ça a boosté vraiment le tourisme au niveau du Bénin. Je crois que le Ghana a bien réfléchi en se disant pourquoi ne pas nous aussi grignoter une petite part de ce marché touristique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'autant plus que, comme le Bénin, le Ghana, lui, il a beaucoup plus d'opportunités, n'est-ce pas, sur le plan touristique, en n'oubliant pas qu'une bonne partie de la diaspora afro-américaine des États-Unis a déjà investi au Ghana et continue d'ailleurs d'investir au Ghana. Ça va être aussi un appel d'air pour leur dire, vous pouvez venir, vous n'avez plus besoin de cette tracasserie que l'Afrique seule continue d'avoir comme exigence, c'est-à-dire que cette affaire de visa, vous êtes le pays vous est ouvert, vous pouvez venir. Je le dis ici, j'ai une amie qui a pris ses vacances, elle est au Bénin, et elle m'a dit, waouh, ça tombe bien, mes prochaines vacances, je les passerai plutôt au Ghana. C'est vous dire que c'était pas mal réfléchi de la part de Nana Akufo-Addo. Là encore, l'économie, le tourisme et d'autres choses en termes d'intégration sous-régionale et africaine se joignent. Nous pensons d'ailleurs que beaucoup de pays africains doivent rejoindre le Ghana et le Ghana, le Bénin, le Rwanda et d'autres pays dans ces textes-là, parce que nous ne comprenons pas que souvent, même au niveau des sous-régions, nous ayons encore cette barrière des visas qui empêche aux gens de pouvoir se mouvoir et de pouvoir se fréquenter, de pouvoir voir aussi ce que vivent leurs frères d'autres pays pour pouvoir tirer les enseignements et peut-être développer des connexions qui pourront déclencher des cercles vertueux du point de vue de nos économies. Donc, pour M. Dramani Mahamat, c'est une ouverture, c'est une occasion d'inviter leurs amis de l'AES, mais c'est aussi peut-être pour ne pas couper complètement les fils du dialogue entre l'AES et la CEDEAO. Il est dans cette posture-là, il est dans cette position-là. Laissons-le le temps. Même si on voit mal comment il réussirait à ne pas couper ses fils du dialogue. Non, je pense que... déjà qu'il n'existe même plus pratiquement, selon certains observateurs patients. Ce serait une erreur de la part de tout le monde de faire en sorte qu'il n'y ait plus de fil de dialogue entre l'AES
et l'entité qu'on appelle la CEDEAO. Ça serait une grosse erreur. D'autant plus que... Une grosse erreur, si vous parlez d'erreur, ça veut dire que les dirigeants de l'AES, pour vous, sont également en erreur, patient Parfum d'Homme? Ce n'est pas ce que je dis. Il y a quelques semaines, ils ont réitéré justement le caractère irréversible de leur décision. Oui, c'est de rompre définitivement ces liens avec la CEDEAO. Oui, je dis qu'il ne faut jamais insulter l'avenir. Le Ghana d'aujourd'hui, le drama de M. Mahamat n'est pas le drama de M. Nana Akufo-Addo. Ouais. Si la Côte d'Ivoire aussi change et que c'est un autre hégémon qui soit plus enclin à saisir l'opportunité que leur offre l'AIS de consolider et de raffermir les liens de solidarité entre les peuples qui se créent, je crois que ce ne serait pas du tout indiqué pour ni l'AIS ni la CEDEAO de couper complètement les ponts. Au contraire, les nouveaux arrivants à la tête de ces États peuvent implémenter une nouvelle politique, une nouvelle vision, une nouvelle dynamique de coopération, de telle manière que l'exigence, au contraire, de la consolidation de ces ponts soit quelque chose de capital et pour créer vraiment un environnement de développement économique, humain et social pour l'ensemble de ces sous-régions. C'est pour cela que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout couper, il faut tout arrêter. Il faut plutôt se servir de ce qu'on a pu engranger comme avancée pour peut-être influencer davantage la CEDEAO de peut-être suivre le pas de ce qui se fait au niveau de l'AES. Cela n'est pas du tout antinomique. Les gens qui pensent que la CEDEAO doit imploser, doit mourir tout de suite et maintenant, il faut faire attention. Nous sommes dans des processus de petits pas. Il faut peut-être les consolider, mais non demander la mort d'une quelconque entité, mais l'amélioration, n'est-ce pas, des décisions, j'allais dire, de la culture et de l'environnement de ces entités pour qu'elles aillent plutôt dans le sens de la consolidation des visées panafricaines. Merci. Et c'est ça qui est le plus important. Merci à vous, patient Parfum d'Homme. Nous comptons renforcer et approfondir nos relations de coopération avec le Mali, mais aussi nous pensons étendre cette coopération à tous les autres membres de l'Alliance des États du Sahel, a souligné Alfred Mahama, émissaire du président fraîchement élu du Ghana, John Dramani Mahama, lors de sa réception le 2 janvier dernier par le chef de l'État, président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Cité par un communiqué de la présidence malienne, l'émissaire Alfred Mahama a exprimé l'engagement du Ghana à œuvrer conjointement avec le Mali et les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel pour trouver des solutions appropriées aux défis sécuritaires qui affectent la région. Et nous sommes rejoints par Nabaloum Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération des mouvements et associations panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Nabaloum. Bonsoir et bienvenue. Cette question également d'entrée pour vous. Quel sens faut-il donner, ou du moins quelle signification faut-il donner aujourd'hui à cette main tendue, celle du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, qui souhaite plus que jamais renforcer la coopération entre le Ghana et les pays membres de l'AES et de façon générale resserrer encore un peu plus les liens entre les peuples ouest-africains. Alors, bonsoir, mon frère Nguéné. Bonsoir, doyen. Permettez-moi quand même de vous présenter mes célébrités de bonne année 2025, parce que c'est la première fois en 2025 qu'on partage le plateau. Je lui souhaite tous mes voeux de bonne santé, de santé d'acier, et surtout de longévité, et encore beaucoup de pertinence dans les analyses. Et également, permettez-moi de saluer toute la direction générale et l'équipe technique. Alors, pour situer jamais dans le président ghanéen, je pense que quand on regarde... Alors, Nabaloum, on vous reçoit difficilement. Je ne sais pas si vous pouvez enlever le kit que vous avez mis, parce que là, c'est vraiment... On a d'énormes difficultés à vous écouter. Voilà, je pense que Nabaloum devrait d'ailleurs se connecter.
et poursuivre justement sur sa lancée. On revenait justement sur les déclarations de l'émissaire du président élu du Ghana, John Dramani Mahama, l'émissaire du nouveau président du Ghana, reçu donc en audience par le président Assimi Goïta, c'était précisément le 2 janvier dernier. Ce dernier est venu donc témoigner les liens d'amitié entre le Ghana, ou du moins entre le peuple ghanéen et le peuple malien, mais de façon générale, on rappelle bien sûr que le Ghana souhaite plus que jamais élargir cette coopération à tous les autres pays membres de la Confédération de l'AES, l'élargir notamment au niveau du Burkina Faso ou encore du Niger. Et ceci s'est également traduit par ces invitations formellement adressées aux dirigeants de l'AES à la cérémonie d'investiture qui aura lieu ce 7 janvier 2025 du côté d'Accra au Ghana. Alors Nabaloum, est-ce que vous nous recevez, Nabaloum? Oui, je vous reçois. J'étais un peu, excusez-moi de la qualité technique des images. Ouais. À cause de la défaillance de connexion, j'ai dû me déplacer. Alors, allez-y Nabaloum, allez-y. C'est vrai que les conditions sont un peu difficiles ce soir, mais je pense qu'on devrait tenir le coup. Alors Nabaloum, nous étions sur la pertinence même, la nécessité de cette main tendue du nouveau président du Ghana vis-à-vis de l'AES, dans un contexte de tension alimentée par le président sortant, Nana Akufo-Addo. Alors, je dirais que cette main tendue du nouveau président ghanéen, elle n'est pas, je ne dirais pas que vraiment c'est ce que nous, en tout cas, on souhaite. Quand j'ai très bien écouté les analyses très pertinentes du doyen, ce que je voudrais ajouter à cette main tendue, c'est le volet séculaire. Il y a les liens séculaires entre notamment les peuples du Ghana, les peuples du Burkina, les peuples du Mali et puis ceux du Niger. Et je pense que cette main tendue entre également dans ce cadre de renforcement des liens séculaires. Alors, quand vous regardez la situation, la position géographique du Ghana, comment je vais dire ça, avec le Burkina Faso, c'est vraiment une histoire assez complexe et très renforcée. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du Burkina Faso, lorsque le président Nana Akufo-Addo a fait la déclaration comme quoi le Burkina Faso hébergerait des territoires à sa frontière, vite vous avez vu les réactions même au niveau du Ghana pour indiquer clairement qu'il faut vraiment qu'il fasse très attention parce que il méprend ou en tout cas il ne reconnaît pas une certaine histoire entre le Burkina Faso et puis le Ghana. Donc ce n'est pas une surprise pour nous parce que le président Dramani, ça fait la deuxième fois qu'il est élu président. C'est dire à tel point les Ghanéens même, au regard de la situation qu'on l'a très bien dit politique et économique que le président Nana Akufo-Addo a menée, avec les multiples manifestations qui se sont organisées au Ghana, il était prévisible que le peuple ghanéen avait clairement indiqué sa volonté de ne pas se soumettre à cette façon de gérer. Et je pense que si ce peuple-là a confié sa confiance au nouveau président, c'est parce qu'au regard de sa position, au regard de sa gestion passée, et qui se veut assez panafricaniste, il y a un certain réalisme qui, de mon point de vue, en tout cas s'aligne avec la vision des trois présidents de l'AES. Et je pense que c'est pourquoi cette main tendue, elle a été de sitôt. Et aussi, en tout cas, les images que j'ai observées et en tout cas les informations à travers les réseaux sociaux, notamment les premières visites du nouveau président ghanéen montrent clairement qu'il y a vraiment un malaise dans la maison de la CEDEAO parce qu'il indique très fortement sa ligne claire de démarcation avec ses anciens chefs d'État de la CEDEAO, notamment le président ivoirien Alassane Ouattara, le président Talon,
Et cette main tendue, de mon point de vue également, s'annonce comme une rupture, une nouvelle façon de diriger le Ghana, une nouvelle façon de donner une orientation politique complètement différente de celle-là de Nana Akufo-Addo. Donc, c'est tout à fait normal de mon point de vue. Et on a aussi vu les écrits ou en tout cas les annonces de nos chefs d'État pour la participation à son investiture qui est prévue pour demain. On est conscient de la situation qui fait que nos présidents ne peuvent pas se déplacer pour être au Ghana. Mais le sentiment en tout cas qui nous anime, c'est que Nana Akufo-Addo va impulser un nouveau dynamisme dans la politique de la CEDEAO, dans la politique de l'AES. Et c'est ce que nous souhaitons et nous espérons vraiment qu'il va aller dans ce sens de tendre la main de la façon la plus réelle possible pour que l'implémentation ou en tout cas l'AES soit davantage renforcée parce que c'est ce que nous souhaitons. Mais peut-il réellement, Nabaloum Abdoulaye, au-delà justement de tous les signaux envoyés jusqu'ici, préserver cette unité inébranlable qui caractérise particulièrement les peuples ouest-africains, que ce soit au niveau de l'AES ou encore au niveau de la CEDEAO? Justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un lien séculaire très fort et je pense que Dramani, de sa position actuelle, il va permettre de renforcer, de donner plus de dynamisme à ces liens séculaires-là. Et ce sont ces liens séculaires qui caractérisent vraiment nos différentes nations, que ce soit du Sahel, que ce soit du côté du Golfe de Guinée. Quand vous regardez par exemple en Côte d'Ivoire, vous voyez que la grande majorité de la population, même dans les débats télévisés, commence à dénoncer ouvertement la gestion du président Alassane Ouattara. Quand vous prenez du côté du Bénin, vous voyez comment les populations sont très outrées par rapport à la gestion de leur pays. Et quand on regarde de près, en réalité, la politique que ces chefs d'État mènent, ce n'est pas des politiques dans le sens de nourrir les intérêts des populations, mais c'est plutôt des intérêts personnels liés à leur personne ou liés à leur groupe politique ou à leur groupe d'amis. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors que le nouveau président ghanéen, en tout cas, l'image qu'il nous donne, les informations et par le passé, sa façon de gérer nous montre que les lignes d'abord pour renforcer davantage les liens entre les peuples, mais également entre les politiques de l'AES, les politiques du Ghana. Et je pense que la CEDEAO, même les autres dirigeants de la CEDEAO, ont intérêt de le mettre à contribution dans les négociations ou en tout cas dans les discussions entre la CEDEAO et les États de l'AES. Et je pense qu'il a un rôle très important à jouer et il va jouer un rôle très important dans le cadre de la collaboration entre l'AES et la CEDEAO. Merci à vous, Dabaloum. Je pense qu'on va afficher les codes d'accès et nous ferons un tour au standard juste après l'intervention de M. Sidi qui est également avec nous. Alors, M. Sidi, au regard de ce que disent vos copanélistes aujourd'hui, il y a justement cet espoir qui est fondé sur cette diplomatie ghanéenne que souhaite, ou du moins qu'impulse officiellement le nouveau président du Ghana. Mais à côté, que répondre à ceux aujourd'hui qui appellent tout de même à la méfiance, M. Sidi? Parce que je lis les commentaires au même moment qui me disent mais attention, il faut tout de même mettre des garde-fous de temps en temps parce que souvenez-vous de l'arrivée fraîche de Nana Akufo-Addo, il tenait tout de même un discours peut-être semblable à celui de John Dramani, mais plus tard on a vu l'orientation qu'a officiellement prise la gouvernance de Nana Akufo-Addo. Que répondre aujourd'hui à ceux qui appellent à la méfiance, Sidi? Monsieur Nguéné, je salue mon très cher ami Nabaloum qui vient d'intervenir. Monsieur Nguéné, vous savez, ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas un jeu. Il s'agit du destin de l'Afrique. C'est idiot de se refermer entre trois pays.
L'objectif du panafricanisme, c'est quoi, mon cher Nguéné? C'est avoir une unité politique de l'Afrique avec une défense commune, une monnaie commune et une diplomatie commune. Voilà l'objectif principal. Et qu'on appelle la libération définitive et complète du continent africain sur tous les plans. C'est ce que nous pourchassons et ce que nous projetons. Est-ce qu'en rejetant les offres, les mains tendues, nous allons y arriver? Non. Est-ce que lorsque nous allons accorder un peu de crédit aux uns et aux autres pour voir s'ils sont crédibles ou pas, nous allons y arriver? Oui, nous pouvons y arriver. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas méfiants, nous ne serons pas, qu'on appelle, en train de contrôler, parce que la confiance n'a jamais exclu le contrôle. Les dirigeants de l'AES ne sont pas des idiots, ce ne sont pas des rigolos qui sont au pouvoir au niveau, qu'on appelle, de l'AES. Ce sont des gens aguerris qui combattent très sérieusement et qui ont des idées bien, qu'on appelle, bien articulées, et ils savent où ils vont, et ils ont programmé étape par étape qu'est-ce qui sera fait. Aujourd'hui, nous renfermer, ou bien renfermer l'AES sur elle-même, c'est un danger. Elle finira par s'éclater. Donc il faut chercher des clients. Aujourd'hui, là où peut-être je ne suis pas entièrement d'accord avec certains concernant la CEDEAO, c'est que la CEDEAO est carrément un appendice de l'Union européenne. Et un appendice de l'Union européenne en Afrique ne peut qu'œuvrer pour les objectifs et les intérêts de l'Union européenne. Or, les objectifs de l'Union européenne sont en porte-à-faux avec ceux de l'Afrique. C'est-à-dire, si nous voulons nous développer, eux, ils vont chuter. Parce que c'est grâce à nous, eux, ils sont en train de construire leur pays. C'est grâce à nos efforts, grâce à nos ressources qu'ils sont en train de construire leur continent. Si aujourd'hui nous nous relevons, c'est qu'eux, ils vont tomber. Ça veut dire qu'il ne peut jamais y avoir une entente entre, qu'on appelle les impérialistes, et l'AES, qui est un État sérieux, qui est en train de penser la dignité africaine et le développement africain. Aujourd'hui, ce que peut-être nous allons conseiller aux chefs d'État qui veulent, qu'on appelle quitter, qui veulent laisser traiter avec l'AES, c'est d'œuvrer inlassablement avec les autres autorités et de l'AES et les rassurer afin qu'ils créent peut-être un autre creuset autre que la CEDEAO, puisque la CEDEAO, elle est dissoute, c'est une institution vaurienne qui n'a rien apporté depuis 1975. Ce n'est pas qu'on appelle aujourd'hui qu'elle va changer au moment où l'Occident est en déclin. Donc ces chefs d'État doivent s'organiser pour nous apporter une autre organisation sérieuse qui va défendre les peuples africains et non les présidents qu'on appelle les présidents valets locaux pour gérer. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque le Ghana avait organisé avec Nana Akufo-Addo une réunion des chefs d'État, des chefs des armées au Ghana pour pouvoir attaquer qu'on appelle le Niger. Ce sont les chefs assentis et les chefs coutumiers du moins qui ont réagi vigoureusement et ont arrêté qu'on appelle cette réunion des chefs d'état-major pour attaquer qu'on appelle le Niger. Et leur ont rappelé très bien que ce sont leurs cousins et nous sommes frères en Afrique. Et j'espère que mon pays, le Bénin, est en train de voir la réaction du nouveau président ghanéen, parce que ce qui est en train de se passer là, c'est ça, le doyen patient papa a broché. Ce qui est en train de se passer, c'est que le Ghana veut reprendre le marché qui est complètement aujourd'hui au Togolais et, comment on appelle, de la mer. C'est-à-dire, toutes les marchandises qui vont venir via la mer risquent de revenir vers le Ghana. Parce que si aujourd'hui, Fort n'a plus beaucoup de confiance au vu, on ne fait plus confiance à Fort Yacingbe, ça veut dire qu'il y a le Ghana qui est là. Et on peut même diviser. Parce que Doumbouya, de l'autre côté, il est en train de déconner. On ne sait pas exactement là où il va. Il crée un chaos. Il est en train de désorganiser, qu'on appelle de l'autre côté la Guinée, de Sékou Touré, où nous demandons à tous les panafricanistes de l'autre côté de la Guinée de prendre leurs responsabilités
et nous donner un État sérieux comme celui de Sékou Touré. Donc les Béninois et le chef d'État béninois, Patrice Talon, doit réfléchir par 1000 fois pour que ce marché-là ne lui échappe pas encore à nouveau. J'ai apprécié tout dernièrement la visite de Olusegun, notre ministre des Affaires étrangères au niveau du Mali, qui allait négocier, qui allait discuter avec le président en exercice de l'Alliance au niveau du Mali. Et nous pensons que ce n'est que comme ça nous allons nous en sortir. Aujourd'hui, il n'y a aucune issue possible, à part qu'on appelle l'Africain aux Africains, à part l'AES. L'AES aujourd'hui, c'est une sécurité pour la race noire. L'AES aujourd'hui, c'est une sécurité pour l'Afrique. L'AES aujourd'hui, c'est le développement du panafricanisme pur, prôné par Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et les autres, surtout Kadhafi. Donc, aujourd'hui, nous n'avons aucun choix au niveau de l'Afrique de l'Ouest où nous sommes aujourd'hui que de nous mettre ensemble et de lutter pour que notre sous-région puisse avoir ce qu'elle doit avoir. Et nous encourageons les chefs d'État à aller vers ce côté-là. Pourquoi ne pas avoir une même monnaie? Pourquoi ne pas qu'on appelle avec cette gangrène, ce terrorisme côtier, armé, payé, financé par les Occidentaux? Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Parce que nous avons un ennemi commun. Le terrorisme n'a pas d'amis. Le terrorisme obéit à l'Occident, comme on appelle, à l'état profond, criminel, fragilisé aujourd'hui avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc, voilà, de façon succincte, ce qu'il faut dire, et il faut le dire haut et fort, et il faut l'assumer. Aujourd'hui, nous encourageons le président ghanéen à continuer là-dessus. C'est vrai que Nana Akufo-Addo avait commencé comme ça, mais on s'est retrouvé avec une économie ghanéenne moribonde qui ne répond à rien. Et aujourd'hui, il est en train de confondre ce qu'on appelle développement économique et embellissement ou bien je ne sais pas quoi. Bon, même s'il s'est rendu compte tout dernièrement que bon, il a pris un mauvais chemin et il a commencé par regretter en supprimant les visas au niveau des Africains. Nous pensons qu'il va conseiller et que l'autre aussi va prendre des conseils à partir des conséquences qui ont été créées au niveau du Ghana. Donc voilà ce que je voudrais ajouter, mon cher Nguéné, par rapport à ces faits d'actualité. Merci à vous. Alors, pour sortir de la thématique patient parfum d'homme, que répondre à ceux qui avancent la théorie de la méfiance tout de même? Bon, c'est une posture, mais je dis que politiquement, M. Dramani Mahamat et Nana Akufo-Addo, ce n'est pas la même famille politique. C'est deux familles politiques totalement opposées. Il faut tenir compte de ça en Afrique. L'autre, c'est le progressisme qui va dans le sens de ce que Kwame Nkrumah et Jerry John Rawlings ont laissé comme héritage, alors que Nana Akufo-Addo, c'est complètement à l'opposé. C'est le libéralisme sur le continent africain. D'abord, d'ailleurs, ils étaient trois qui pensaient qu'il fallait une internationale de libéralisme africain. Il y avait lui, Nana Akufo-Addo, il y avait M. Alassane Dramane Ouattara et l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Donc, c'est une vision de l'Afrique, de l'économie, de la culture, de la diplomatie qui est totalement alignée sur les positions anglo-saxonnes et sur l'impérialisme américain, alors que les autres, dont Dramani Mahamat est l'un des héritiers, c'est de dire non, l'Afrique doit d'abord compter sur elle-même, sur les Africains, sur ses propres valeurs, et surtout la question de l'unité politique de l'Africain est au cœur de cette vision progressiste de ces Africains-là. Donc, il ne faut pas du tout comparer les deux. Maintenant, à l'AUS aussi, de continuer à montrer quelle est cette espèce d'épicentre de cette Afrique nouvelle en construction. Et je pense que les relations entre les deux, le pays, l'AUS, qu'elle soit bilatérale, au niveau des différents pays que constitue l'AES, ou bien qu'elle soit au niveau de la confédération, parce que nous ne sommes pas encore malheureusement, ou bien heureusement ou bien malheureusement, au sein d'une fédération, il faut aussi tenir compte de cela. Et là-dessus, je pense que le président Dramani Mahamat a bien amorcé le début de cette coopération. Il faut plutôt encourager les uns et les autres à aller dans les solidarités fraternelles, confraternelles, pour permettre justement à cette réalité africaine de voir
de prendre de l'ampleur au niveau de l'Afrique de l'Ouest et peut-être irradier plus tard l'ensemble de notre continent. Commencer à juger, à avoir des jugements a priori sur ce que le président ghanéen peut faire. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais en même temps, il faut faire attention. Comme disait quelqu'un, il faut toujours être vigilant, mais il ne faut pas non plus commencer à créer des situations qui risquent d'entamer le capital confiance, au moins du fait qu'il est nouveau, du fait qu'il quand il a été là, il a été dans la ligne de ce que nous voulons aujourd'hui. Il faut plutôt encourager le président ghanéen et les dirigeants de l'AES, des 3 États de l'AES, à se faire mutuellement confiance pour aller de l'avant. Merci à vous, patient parfum d'homme. Les relations de coopération entre le Ghana et les pays de la Confédération de l'AES vont-elles s'améliorer avec l'arrivée au pouvoir de John Dramani Mahama? Voilà la question au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. Les codes d'accès sont affichés pour ceux qui souhaitent participer à l'émission, mais surtout commenter justement cette actualité. Et pour l'instant, je pense nous allons évoluer et nous interroger une nouvelle fois. Législatives ou du moins les élections législatives et locales du côté du Tchad ont-elles été truffées d'irrégularités? C'est ce que, du moins pour le Front populaire pour la libération, du moins pour la fédération, la question ne mérite même pas d'être posée. C'est un oui catégorique. Ceci s'est traduit par la publication d'un communiqué, la diffusion d'un communiqué le 3 janvier dernier, communiqué dans lequel, bien sûr, le FPF dénonce toutes les irrégularités enregistrées, retard dans l'ouverture des bureaux de vote, vote frauduleux par procuration, proximité du coordinateur de l'Ange avec le MPS ou encore l'absence de dépouillement au premier jour. Prenons tout d'abord cet élément avant, peut-être derrière, de prendre Zerfel. Alors, prenons peut-être d'abord Zerfel au standard avant de revenir prendre cet élément sur le Tchad. Bonsoir à vous, Zerfel. Ok, bonsoir, mon frère Nguéné. Et je salue le doyen Parfum d'Homme, je salue tous les techniciens, sans oublier la diva que j'ai vue ce matin. Bon, malheureusement, je n'étais pas en ligne. Moi, je vais vous dire une chose. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre le Ghana et la Confédération AES, c'est quelque chose de prudence. Parce que quand j'entends certaines personnes en train de parler, ça me fait quand même rire, quoi. Une confédération, ce n'est pas un club de quartier. Ce sont des pays qui se sont réunis pour faire quelque chose, pour défendre leur territoire. Ce n'est pas pour aller, comment dirais-je, une fête de quartier pour dire que non, on peut inviter n'importe qui et n'importe qui peut arriver dans votre fête. Parce qu'avant que celui qui veut venir à la fête, là, il faut qu'il fasse la demande. S'il n'est pas invité, là, il faut qu'il se fasse inviter. Ce n'est pas moi qui vais l'inviter. Parce que d'abord, ce n'est pas une fête pour dire que je vais inviter quelqu'un. C'est une confédération. C'est une prise en charge des choses de ceux qui sont là, des citoyens, parce qu'ils ont quelque chose à relever, à donner à leurs citoyens. Donc, ceux qui veulent rentrer dans ce cercle, il faut qu'ils soient clairs avec eux. Ils ne vont pas aller n'importe quelle chose, ouvrir les bras comme ça pour embrasser tout le monde. On a vu les gens de la CEDEAO. C'est tout simplement que le Ghana vient de changer le président. Changer le président veut pas dire que celui qui est là, ce n'est pas un Ghanéen. Il est toujours dans la CEDEAO. Alors pourquoi se lever un matin pour dire que non? Parce que le gars est venu, il veut faire son investiture, on m'a invité. Mais si je ne peux pas aller, je peux envoyer quelqu'un. Pour ne pas comme nous sommes entre nous les Africains, on va se respecter. Je peux envoyer quelqu'un. Mais cela ne veut pas dire que demain, non. Moi, je vais lui dire que bon, on va s'asseoir là. Moi, je t'invite, je te mets dans notre confédération, tu fais partie de notre groupe, ou moi je vais venir chez toi là-bas parce que ça ne va pas. Non, ça ne suffit. Hein. Qu'est-ce qui va s'éclater entre les 3 pays là? Qu'est-ce qui va s'éclater exactement? C'est vous, certains pays qui sont limitrophes avec ces pays-là. C'est vous qui avez des difficultés. Quand ils ont fermé leurs frontières là, il y a certains pays qui ne peuvent pas manger. Il faut qu'on se dise la vérité. Eux là, ils peuvent aujourd'hui, ils ont eu une porte de sortie sur la mer, qui est le Togo. Aujourd'hui, les marchandises rentrent là-bas. Toutes ces marchandises qui arrivent,
tout ce qu'ils achètent aujourd'hui qui arrive comme chose, armement là, où ça passe où? Il faut qu'on se pose la question. Parce qu'il ne faut pas dire parce que, comment dirais-je, on va s'ouvrir toujours, mais ceux qui ne veulent pas avancer, il faut laisser les autres avancer. Si vous êtes là aujourd'hui, des présidents qui sont là, des jeunes présidents qui sont là aujourd'hui, avant que les autres arrivent d'abord, ils ont vécu, peut-être déjà fait 3-4 mandats avant que les autres arrivent. Mais si ceux-là, ils n'ont pas l'idée qu'ils veulent rester toujours sur la domination de ces gars-là, de ces Européens, de ces Français, alors donc ils n'ont qu'à rester là-bas. Que de dire, quand s'ils ne vont pas vers les autres, il y aura un moment, ils vont périr. Qui me dit donc? Soyons sérieux, hein? Parce qu'on ne vient pas sur les plateaux pour venir dire de n'importe quoi. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui écoutent. Hein? Parce que nous qui écoutons là, on peut vous répondre. Parce que moi, ce que je vois avec les choses AES là, c'est pas des gens qui vont reculer. Peut-être ceux qui sont restés derrière là, ce sont eux qui ont couru après eux demain. Ça, c'est la moindre des choses. Je m'arrête là. Merci. C'est votre point de vue, Zerfel, mais les invités ne viennent pas sur le plateau pour dire n'importe quoi. Je préfère qu'on reste tout de même courtois et respectueux envers ceux qui font le déplacement, ou du moins qui prennent le soin d'intervenir au quotidien sur les antennes For You Média Africa. Merci à vous, Zerfel, pour votre intervention. Je pense qu'on va également prendre Maïga Boubacar. Mais avant Maïga Boubacar, Monsieur Sidi, s'il vous plaît, fermez votre micro. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous réagissez à la maison, on vous reçoit. Donc, vous fermez tout simplement votre micro. Oui, monsieur doyen, vous réagissez rapidement avant de prendre monsieur Maïga Boubacar. Oui, monsieur Maïga m'excuse. En direction de Zerfel. Zerfel, si le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir et qu'il invite ses frères, n'est-ce pas, de l'AES à son investiture, il faudra qu'on soit prudent. Il ne faudra pas qu'on fasse confiance au président Laurent Gbagbo. Mais comment vous pouvez réfléchir comme ça? Il s'agit quand même d'un président qui est l'héritier d'une certaine culture politique qui est fortement ancrée dans le panafricanisme. Faisons très attention. Et nous aussi, surtout quand vous vous développez en n'ayant pas un peu de compunction dans vos propos. Donc je pense sincèrement que oui, l'AES, nous soutenons, nous pensons qu'il faut tout faire pour que ce ne soit pas détruit, mais en même temps, il peut y avoir des changements à la tête de nos États qui vont dans le sens du renforcement, n'est-ce pas, de cet idéal-là. Voilà. Alors, Maïga Boubacar, vous nous rejoignez à l'instant. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à toute l'équipe de For You Media, bonsoir à Baudelaire Nguéné, bonsoir à tous les panélistes et merci pour le travail que vous faites comme d'habitude. Bonne continuation, on est avec vous. Et revenant sur la question du nouveau président ghanéen qui invite les dirigeants de l'AES à son investiture. D'accord, l'intention est bonne. Mais en politique, de façon générale, seul le doute est rationnel. Et je pense que tous les dirigeants de l'AES savent très bien que seul le doute est rationnel. On ne peut pas coter 100% de confiance comme ça. Non. Et les humains, c'est des variables. Mais derrière tout cela, derrière tous ces aspects, il faut voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui sont dans cette fameuse CEDEAO occidentalisée là ne se retrouvent plus. C'est la traduction, c'est l'interprétation. Ça veut dire qu'ils ne se retrouvent plus. Ils cherchent des débouchés. Ils cherchent comment s'entendre avec leurs frères. Il faut voir aussi que le Ghana entretient, comme on l'a déjà si bien expliqué, des relations séculaires. Et nous avons vu Giri John Rawlings, chaque semaine était à Ouagadougou du temps de Sankara. Il n'y a pas eu 1 ou 2 semaines sans que Rawlings ne soit à Ouagadougou. Et on a vu des fonctionnaires burkinabés affectés au Ghana, qui travaillaient comme fonctionnaires pour l'État ghanéen, sous Sankara. Donc il y a une tradition, il y a des liens de famille entre l'AES et toute l'AES d'ailleurs, et le Ghana. S'il veut revenir, il va revenir, mais
avec les conditions de l'AES. Parce que l'AES n'est pas simplement des gens qui ont fait un coup de cœur, on se barre. Non, 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 c'est intelligent, c'est réfléchi, c'est coordonné, c'est prévisionnel, c'est le long terme, c'est le court terme, c'est le moyen terme, tout est compris là-dedans. Donc on ne peut pas se laisser faire. On est prêt à accepter, à aller à son investiture, on est prêt à l'écouter, on est prêt à le suivre. Dans tous les cas, en politique, c'est le wait and see qui compte. Et tu sauras toutes les variables quand tu es patient. Je dis merci à l'équipe de For You Media et merci à tout le monde. Mais restons prudents. Maïga Boubacar, vous restez sur votre position, il faut tout de même rester prudent. Merci à vous, monsieur Maïga Boubacar. Je pense que nous allons avancer et prendre quelqu'un d'autre au standard rapidement. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Nguéné. Bonsoir, le doyen. Et bonsoir, monsieur Sidi. Et bonsoir à mon frère Nabaloum depuis Burkina Faso. Je t'appelle depuis Californie, San Francisco. Monsieur Nguéné, il faut aller comprendre le nouveau président du Ghana. Vous voyez, le 2014, grâce à ce président-là, je veux que mon frère Zerfel comprenne quelque chose. Les trois pays-là, on ne peut pas se renfermer entre nous. On ne peut pas se renfermer entre nous. Comme disait même le capitaine Ibrahim Traoré, lors le meilleur vœu de l'année, quand il a dit les trois pays, ça serait un exemple pour pouvoir grandir. Les trois pays, on ne peut pas se fermer, dire qu'on veut lutter entre nous seulement. Si le nouveau président, s'il a eu le courage de faire le pas, faire ses frères, qu'hier eux-mêmes, ils se voyaient en déchirés entre eux. Si le nouveau président qui vient d'arriver, s'il a déjà posé même des actes, ça là, c'est à saluer. C'est à saluer et c'est à encourager. Et le nouveau président là, rappelez-vous, le coup d'État, quand Blaise Compaoré est parti, c'est grâce à lui que le Burkina Faso n'a pas pris le feu. Ce nouveau président Mahama, c'est grâce à lui que le Burkina Faso n'a pas tombé. Le coup d'État de 2015, lorsque Guinguéré a pris le pouvoir, c'est lui qui est descendu. Lorsque à ce moment, tout le monde nous a rejetés. Grâce à ce monsieur qui est revenu, qui a dit que ce n'est pas possible que Guinguéré doit ramener le pouvoir à Michel Kafando. C'est grâce à lui que le Burkina Faso n'est pas tombé. Aujourd'hui, s'il a eu le courage de grandir, comme le doyen disait, de grandir pour tenir la main à ces trois pays-là, actuellement, on a besoin de soutenir. On a besoin qu'on soutienne nous tous. Vous avez vu le président centrafricain qui est venu depuis de Centrafrique pour venir soutenir ses frères. Si le pays président à côté pouvait faire le même pas, ça allait nous faire plaisir. On allait avancer ensemble. Comme disait Laurent Gbagbo, quand il est venu au pouvoir, il va travailler avec les autres. On ne peut pas se fermer entre nous les trois seulement et puis on croit qu'on va réussir ensemble. Il faut que nous tous, ceux qui peuvent partager entre nous, qu'ils viennent. Ça, c'est à saluer et c'est à encourager. Avant que l'autre voulait envoyer des bataillons pour aller détruire le Niger, et lui là, qui vient d'arriver, et puis pose les pas. Donc on devrait faire des discours pour qu'on puisse aller ensemble. Et puis même ces trois pays, si vous voyez le Burkina, avec le Ghana, il y a beaucoup de familiales. Il y a beaucoup de familiales. Y compris même le nouveau président qui vient d'être élu, il a des origines burkinabées. Donc, avec le port de Tema que le grand frère doyen parlait. Donc, on a besoin qu'on puisse se réunir ensemble pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est la bonne voie et c'est la meilleure direction. Et merci beaucoup. Et la division ne peut pas nous arranger. Et thank you so much. Merci à vous. Merci pour votre contribution. D'autres appelants également nous rejoignent à l'instant. Vous êtes sur For You Media Africa. Je ne cesserai jamais de le dire. Ou du moins, nous ne cesserons jamais de le dire. Vous êtes au bon endroit. L'endroit où se croisent informations et débats. Bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Merci. Bonsoir et bienvenue à vous. Très respectueusement, je vous en prie, ma voix ne porte pas, si vous pouvez faire. Mon frère Sina, et très bonne émission à vous tous. Alors, pour ce qui se passe au Ghana, moi je pense que c'est un signe, n'est-ce pas, qu'il y a déjà un changement de paradigme. Tout le monde sait ce qu'a été le Ghana
très récemment contre l'AES, mais quand quelqu'un d'autre vient maintenant à la tête de l'État et montre, n'est-ce pas, que lui, il n'est pas exactement comme l'autre, il n'est pas un battant en guerre, mais je pense qu'il faut d'abord accepter sa politique de mettre tendue. Voyez-vous? Et donc, nous ne pouvons pas tout de suite nous mettre à regretter le Ghana pour son invitation. Si les présidents ne peuvent pas se rendre au Ghana, on sait très bien les difficultés qu'ils ont à aller et revenir au regard de l'épée de Damoclès qui plane sur leur tête, n'est-ce pas, de la part des Occidentaux et des Africains qui sont proches d'eux et qui conviennent de les appeler frères. Il y a l'épée de Damoclès qui plane sur la tête des chefs d'État du Sahel. Alors, dans ces conditions, s'ils ont de difficultés à aller, ils peuvent montrer au président qui les a invités qu'ils sont de cœur avec lui, mais ils envoient une délégation pour vous présenter l'AES. Moi, je pense que ce serait très bien. Les choses peuvent changer, rien n'est fini, tout bouge. Un président qui a combattu l'AES, il peut quitter quelqu'un d'autre qui épouse la politique de l'AES, qui est aussi un souverainiste, qui est aussi un panafricaniste, il peut venir à la tête de l'État. Et donc, quand ça se passe comme ça, on ne peut que applaudir. Et donc, faisons d'abord confiance au président et la suite, on verra. C'est vrai que ce que nous disons n'est pas plus important que ce que nous faisons. C'est les actes que nous posons qui donnent la preuve de notre bonne foi. Et comme eux aussi ne sont pas dupes, les chefs d'État de l'AE ne sont pas dupes, ils pourront suivre, ils pourront observer l'actuel président, M. Dramani, pour savoir s'il est, n'est-ce pas, sérieux dans ce qu'il dit. Moi, j'ai foi, moi, je pense que comme ça, c'est bien. Demain, un autre président viendra à la tête de la Côte d'Ivoire, un panafricaniste, un souverainiste, n'est-ce pas? Il va tendre la main à l'AES. Quelqu'un d'autre viendra ailleurs et comme ça, le champ de l'AES va s'élargir et l'Afrique va commencer par se libérer. C'est les hommes qui sont à la tête de qui créent d'ennui au développement de l'Afrique. Voilà donc le peu que j'ai voulu apporter comme grain de sel à ce que nous disons par rapport à l'invitation du président Ghanéen. Merci et très bonne émission à vous. Merci à vous, merci pour votre participation, pour votre contribution. Au standard, un autre appelant nous rejoint à l'instant. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Guénin. Alors, éloignez-vous de votre télévision à la maison, baissez complètement le volume ou alors, voilà, à cela, nous avons du mal à vous recevoir. Allô? Oui, bonsoir et bienvenue. On vous appelle comment? Allô? Oui, je salue monsieur. Chaque jour, quand Dieu fait, je suis votre télévision. Matin, midi, soir, chaque heure. Cette heure, quand je réveille là, il faut que j'allume mon télévision à cause des débats. Je peux vous demander une question. Allez-y, posez votre question. Pourquoi vous ne faites pas de débat pour Togo? Je n'ai jamais vu pour faire des débats au Togo. Voilà, c'est ça mon question. Okay, merci beaucoup. Je pense que vous aviez beaucoup plus une question qu'une contribution, mais peu importe, la question également est une contribution. Et merci à vous. Pourquoi n'y a-t-il pas de débat sur le Togo? Si vous nous suivez véritablement tous les jours, vous vous rendrez compte que
personne, ou du moins aucun pays africain n'est écarté dans ce combat que nous menons depuis plusieurs années maintenant. Le combat que nous menons, c'est pour la libération totale et définitive du continent africain et ça passe par tous les États du continent. Et cette unité politique tient compte également des souverainetés que nous avons vendues après justement ces indépendances factices. Ceci dit, le Togo, on en parle régulièrement, même sur les antennes de For You Media Africa. Mais je pense que c'est également, du moins, une suggestion au regard, justement, de l'actualité togolaise. Nous prendrons cela en considération et forcément, nous y reviendrons. Merci tout de même pour votre participation ce soir. Je pense que nous allons prendre quelqu'un d'autre rapidement avant de revenir sur le plateau et aborder la dernière thématique, la dernière articulation de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir et bienvenue à vous. Je pense qu'on aura l'occasion de repartir tout à l'heure au standard. Mais pour l'heure, nous évoquons justement le sujet tchadien qui préoccupe de plus en plus le Front populaire pour la fédération et qui dit avoir constaté de nombreuses irrégularités lors des élections législatives et locales tenues les 28 et 29 décembre dernier. La diaspora tchadienne qui monte donc au credo pour dénoncer ces irrégularités, le retard dans l'ouverture des bureaux de vote, les votes frauduleux par procuration, la proximité du coordinateur de l'Anche avec le MPS ou encore les absences de dépouillement le premier jour. Mais pour en savoir un peu plus, nous prenons tout d'abord cet élément. Les élections législatives et locales au Tchad ont-elles été truffées d'irrégularités? De quoi doit-on qualifier la réclamation de la circonscription Diaspora Afrique qui dit avoir enregistré de graves irrégularités à Douala, la capitale économique du Cameroun, lors de ces élections législatives? Dans un communiqué rendu public le 3 janvier dernier, le Front populaire pour la fédération alerte l'opinion nationale et internationale sur ces manquements qui compromettent l'intégrité du scrutin. Retard dans l'ouverture des bureaux de vote, vote frauduleux par procuration, proximité du coordinateur de l'Ange avec le MPS, absence de dépouillement le premier jour. Ces élections censées marquer un progrès démocratique historique pour la diaspora ont été ternies par une gestion défaillante. De quoi interroger ce soir le processus électoral dans son ensemble. Le processus électoral dans son ensemble doit-il être remis en cause? Pour en parler ce soir, nous recevons sur ce plateau Filina, voilà, gendarme Séraphin. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Vous êtes également le rapporteur au bureau, ou du moins vous étiez le rapporteur au bureau, non, vous êtes le rapporteur au bureau de soutien du Parti Front populaire pour la fédération, section diaspora du littoral, c'est à Douala au Cameroun, délégué au bureau de vote pour représenter le parti FPF et le candidat Djoré Biaka Tedan. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir, monsieur Guénin. Bonsoir, chers auditeurs. Pour la présentation, je suis Filina Gendarme Séraphin. Oui. Comme vous venez de l'annoncer, je suis anthropologue par formation. Par ailleurs, je suis le premier rapporteur du bureau de soutien au candidat Djoré Biaka Tedan qui a présenté sa candidature sous la bannière du parti FPF, c'est-à-dire le Front populaire pour la libération. Alors tout d'abord, sachez que M. Djoré Biaka Tedan est avant tout un défenseur des droits de l'homme. Un droit de l'homme, c'est un candidat qui a donné de l'espoir à la diaspora tchadienne de l'Afrique. Alors, avant d'entamer la question de la personnalité de notre candidat Djoré Biaka Tedan, il faut d'abord savoir que l'élection législative pour la diaspora est la première fois et aussi elle est historique et semble aussi d'une grande importance parce que dans le passé, la législative au niveau du Tchad s'est limitée seulement au niveau local. Donc, il n'y avait pas... Cette fois, c'était élargi au niveau de la diaspora camerounaise, burkinabé, partout, à travers tous les pays africains? Ce n'est pas le cas. C'est que dans chaque continent, c'est-à-dire au niveau d'Afrique, nous avons une voix. Au niveau de l'Amérique, nous avons une voix. Au niveau européen également, une voix. Ainsi qu'au niveau asiatique, c'est-à-dire... une voix par continent. Une voix par continent. Alors, la présente
candidature de M. Djoré Biaka Tedan, c'est pour représenter la diaspora tchadienne en Jeune Afrique. Oui, Zone Afrique. Jeune Afrique, bien sûr. C'était un sacré challenge tout de même, hein, en Zone Afrique, patient parfum d'homme. Je vous vois secouer la tête, doyen. Mais je pense qu'on aura l'occasion justement de revenir sur le candidat en question. Questionnons d'abord ce que vous dénoncez et vous qualifiez d'irrégularité. Dans ce communiqué que vous avez rendu public le 3 janvier dernier. J'ai le communiqué ici, je pense que la réalisation aura l'occasion également de l'afficher à l'antenne. Vous relevez particulièrement 4 points qui vous préoccupent. Vous parlez du retard dans les bureaux de vote, vous parlez de vote frauduleux par procuration, la proximité du coordinateur de l'ANCHE avec le MPS ou encore l'absence de dépouillement au premier jour. Comment avez-vous vécu tout cela pour vous qui étiez sur le terrain? Alors, c'était une grande expérience que moi j'ai vécue. Avant d'arriver sur ces points, sachez qu'au niveau du Tchad, l'ANGE, c'est-à-dire Agence nationale de gestion des élections, c'est elle qui définit le code électoral. C'est-à-dire c'est l'ANGE qui définit les règles pour une élection. C'est elle aussi qui a défini les modalités pratiques pour l'élection législative ainsi que pour la diaspora. Alors, c'est que dans ces codes électoraux, il y a des principes sacrés que nous devons respecter. Le point 1, c'est d'abord l'air. Alors, au niveau de la diaspora africaine, surtout au niveau du littoral, à Douala précisément, nous avons constaté plusieurs irrégularités d'ailleurs. Ici, je vais faire le point sur le premier point qui est d'abord le retard d'ouverture des bureaux de vote. Initialement, dans le code électoral, le bureau de vote devait s'ouvrir dès 7 heures. Alors, contrairement au bureau de vote de Douala, les bureaux de vote ont été ouverts presque à 10h30. Alors, sachez 10h40 précisément, oui, c'est ce que vous mentionnez. 10h40. Alors, sachez que la ville de Douala est une grande ville. Alors, nos compatriotes ont de la peine à se rendre d'un coin vers un autre. Se déplacer d'un coin à un autre. Alors, quand ils sont arrivés aussi dès 7h, arrivés déjà à 10h, certains pensaient que l'élection n'aura pas lieu. Alors, certains sont du fait du retard. De l'ouverture des bureaux de vote. Évidemment, M. Guéne, ils sont rentrés chez eux, croyant que l'élection n'aura pas lieu, malheureusement. Du coup, ils n'ont pas pu prendre part. Ils n'ont pas pris part à ces élections législatives. Parce que 3 heures du temps d'attente pour voter, c'était quand même insupportable pour certains. Et ils sont rentrés. Mais les dispositions n'avaient-elles pas été prises tout de même pour qu'on essaie de rassurer ceux qui arrivaient et qui repartaient parce que les bureaux de vote n'étaient pas ouverts à ce moment précis, selon le code électoral, à 7 heures précises? Filina? Alors, monsieur le journaliste, avant... Parce que quand on est déterminé, on va au bout. Quand on veut changer les choses, on le fait par les urnes. Et peu importe l'heure tout de même. Les dispositions n'avaient pas été prises à votre niveau, justement, pour rassurer tous ceux qui venaient à ce moment-là. Alors, monsieur le journaliste, ici, nous dénonçons le comportement contraire du coordonnateur de l'ANGE pour la ville de Douala. Puisque, à l'entame de cette élection, c'est-à-dire dans la journée du 27, quand le coordonnateur de l'ANGE est venu ici à Douala, il nous a invités, nous les représentants des différents partis, de prendre part à une assise. Donc, lors de cette assise, il nous a montré que l'élection devait vraiment commencer à partir de 7 heures. Il nous a montré certaines modalités pratiques que nous devons respecter lors du déroulement de cette élection. Nous étions rassurés et également avons profité à poser quelques doléances parce que c'est pour la première fois en juin, l'élection législative se déroule au niveau de la diaspora. Alors, subitement arrivé le 28, c'est-à-dire le samedi, le jour même, on constate avec désolation que les bureaux de vote, 9 heures, ce n'est pas encore possible. Malgré les assurances qui vous ont été données la veille. Au préalable, au préalable par le coordonnateur de l'ANGE, malgré tout ce qu'il a dit, et c'est seulement pourquoi vous dénoncez dans un point la proximité du coordonnateur de l'ANGE avec le MPS.
Alors, également, ça c'est un autre point également. D'abord, sachez que le MPS, c'est-à-dire le Mouvement Patriotique du Salut, c'est le parti au pouvoir. Alors, ils ont également un candidat. Dans le Mouvement Patriotique du Salut a également un candidat au niveau de la Jeune Afrique. Alors, également, sachez également que le coordonnateur de l'Ange, qui est garant, qui est celui-là qui est chargé de gérer cette élection. En toute neutralité. En toute neutralité. Il faut ajouter tout de même en toute neutralité, puisqu'il est le coordonnateur de l'Ange. Il est également, il travaille à l'ambassade du Tchad à Yaoundé. Alors, nous avons observé sa proximité avec le Mouvement Patriotique du Salut parce qu'il passait son temps à causer avec les agents consulaires du Tchad et également avec le secrétaire de MPS. Alors, généralement, il devait être à proximité des électeurs. Il devait se comporter comment précisément? Il devait causer avec des autorités consulaires, ça c'est normal. Quand on prend le pôle de la situation, bureau de vote par bureau de vote, on pose les questions pour savoir comment ça se passe. Il devait se comporter comment? Alors, s'isoler ou alors essayer d'échanger avec tous les candidats en lice? Alors, monsieur le journaliste, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne devait pas collaborer avec les autorités consulaires. D'ailleurs, l'autorité consulaire est neutre. Alors, d'ailleurs, elle a essayé de jouer sa neutralité lors du déroulement de cette élection législative. Alors ici, en ce qui concerne le coordonnateur de l'Ange, ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est qu'il était en proximité directe avec le secrétaire du MPS parce que de temps en temps, quand il y avait un souci au niveau du bureau des votes, on partait partout les chercher. Parfois, il est même difficile de les retrouver, poser des questions pour qu'ils puissent répondre. Alors, comme c'est pour la première fois en Afrique que cette élection se déroule, il y a aussi tant de questions que les électeurs voudraient poser, etc. Donc, il n'était pas vraiment... Oui, et que dire justement des troisième et quatrième points que vous évoquez? Vous parlez des votes frauduleux par procuration, ça c'est très intéressant. Et derrière, vous parlez de l'absence encore de dépouillement dès le premier jour. Philina, que dire justement sur ces deux derniers points, avant de prendre les avis également de vos copanélistes? Ok, d'accord. Au niveau... des votes frauduleux par procuration, par exemple? Le vote frauduleux par procuration, c'est que normalement, défini par l'Ange, les procurations devaient être signées avant le déroulement de l'élection. C'est-à-dire, quand on prend la journée du 28, par exemple, avant même lancement du déroulement, avant le lancement, les procurations devaient déjà être signées. Alors, nous avons constaté que lors du déroulement de cette élection, une personne vient avec 7 cartes d'électeurs, 5 cartes d'électeurs. 5 cartes d'électeurs? 5 cartes d'électeurs. Ça vaut 5 votes? 5 votes, 5 votes, 5 cartes d'électeurs. Quelqu'un vient avec 5 cartes d'électeurs pour signer la procuration. Et la procuration est signée au moment où l'élection est en train de se dérouler. Alors, nous, ici, nous, partisans du parti FPF, disons que ces cartes d'électeurs viennent nulle part. Elles sont peut-être stockées quelque part, distribuées. D'ailleurs, nous avons des preuves tangibles, distribuées aux électeurs et ils partent juste remplir. Mais il y a déjà un fichier électoral qui est connu. Le fichier électoral, monsieur le journaliste, les fichiers d'électeurs. Et on se réfère justement sur le fichier électoral pour alors, pour ne pas être long, sachez que avant le déroulement de cette élection, un fichier électoral était envoyé. Et sur ces fichiers électoraux, je vous assure qu'on ne peut même pas trouver 50% des ressortissants tchadiens de la diaspora du littoral. Ça veut dire que tous ceux qui sont inscrits sur cette liste électorale-là, parfois non forcément pas pris part au vote. Évidemment. La grande partie n'est pas dans la ville de Douala. Donc, alors, c'est pourquoi il était encore demandé que tout Tchadien ayant sa carte d'électeur, peu importe l'année, donc peut voter librement. Et alors, c'est pourquoi les gens ont multiplié les votes par procuration et le vote frauduleux. Alors, une personne vient avec 5 cartes, la procuration est signée à l'instant T sur la table et lui permet de voter 5 voix comptées. Alors, nous dénonçons
ces comportements irresponsables qui part à l'encontre des principes sacrés de l'ange. Voilà. Et vous dites également que le dépouillement n'a pas eu lieu également dès le premier jour. la journée du 28, qui est le samedi. Oui. Alors, normalement, selon aussi le propos du coordonnateur de l'ange, oui. C'est-à-dire au niveau de la diaspora, cette élection se déroule sur 2 jours. Le premier jour, on doit passer à un dépouillement. Oui. Second jour, on passe également au dépouillement. Ça, c'est selon le code électoral. Selon les codes électoraux. Et selon le code électoral ou alors selon le coordinateur de l'ange. Selon le propos des coordinateurs de l'ange. Parce que là, en relation avec les codes électoraux. Oui, c'est ce que je voulais avoir comme précision. Il nous a rassuré lors de la réunion restreinte que ces principes doivent être respectés. Alors, à notre grande surprise, cela ne l'a pas été. N'a pas été. À 18h, vous attendez le dépouillement ne vient pas. Alors, nous sommes dormis. Oui, pour sortir, en 10 secondes, vous sortez, allez-y. Ok, alors, sachez que ces jours même, le partisan du parti FPF ont passé la nuit devant le consulat. En pleine le dépouillement parce qu'ils ne sont pas rassurés, puisqu'on n'a pas fait un dépouillement. On ne sait jamais, quelqu'un peut revenir là, jeter des voix dans les urnes. Oui, bourrer les urnes pratiquement. Évidemment. Et enfin, également, nous avons également constaté vraiment le comportement irresponsable du parti au pouvoir, donc l'ingérence directe du secrétaire de MPS, c'est-à-dire Mouvement Patriotique du Salut, dans le bureau des votes. Merci à vous. Filina, alors, patient parfum d'homme, de quoi doit-on qualifier toutes ces irrégularités qui sont relevées, la proximité relevée clairement aujourd'hui par le FPF, la proximité entre le coordinateur de l'Ange et le MPS, qui est le parti au pouvoir. Ça, c'est, je vais dire quoi, le malaise justement de toutes, ou du moins de tous les organes qui sont en charge de l'organisation des élections en Afrique, patient parfum d'homme. On parle peut-être de l'Ange du côté du Tchad, au Cameroun, on a les CAM. À chaque fois, on reproche à ces organisations, ou du moins à ces structures, d'être à la solde du parti au pouvoir, patient parfum d'homme. Est-ce que toutes ces irrégularités que relève Filina, Séraphin, gendarmes sur le plateau, peuvent de façon générale remettre en question tout ce processus électoral qui, au regard justement des apparences, était tout de même historique? On parle d'une première pour la diaspora tchadienne. D'abord, laissez-moi d'abord saluer mon jeune frère Filina. Oui. Et lui dire qu'il est en plein apprentissage d'élections sur les tropiques, surtout en Afrique centrale, que j'appelle le cœur des ténèbres. Ça fait un peu rire. Oui. Malheureusement, c'est comme ça, premièrement. Deuxièmement, il faut quand même souligner que cette récurrence des partis au pouvoir, souvent, de tout faire pour avoir des espèces de majorité obèses. Et pour cela, ils ne reculent devant rien, même devant les fraudes aussi. J'allais dire abjectes comme ces fraudes qui ont été dénoncées par notre ami Filina, dénaturent complètement le caractère de crédibilité d'une quelconque élection. Et ça ne date pas que de cette élection. En ce qui concerne le Tchad, ma position est claire. Depuis le présidentiel, nous avons assisté à un véritable hold-up électoral, une véritable mascarade électorale, malgré toutes les chansons de certains de mes amis panafricains. Vous avez là, en face de vous, quelqu'un qui a vécu, qui est tchadien, là au moins, qui a vécu ce qui s'est passé. Donc, le reste ne peut être que le constat amer du fait que les jeunes se mobilisent, ils mobilisent des gens, ils ont un candidat. D'ailleurs, je profite pour saluer mon ami Djoré, que j'ai rencontré à Moscou, qu'il était au fameux très engagé, sommet, on l'a vu au front. Au sommet des BRICS. Et quand il m'a dit qu'il sera candidat, j'ai un peu rigolé. J'ai dit, je te souhaite beaucoup de plaisir, mais je ne serais pas du tout étonné que le discours de Filina a posteriori valide ce que moi je pensais déjà. Donc, bon, écoutez... Vous n'êtes pas surpris du tout, patient? Non, je ne suis pas du tout surpris. Je ne pense pas. Nous n'avons pas encore les résultats. Non. Il ne faut pas beaucoup rêver. Dioro ne sera pas élu. Je prends le pari avec vous sur ce plateau. Donc, je crois que malheureusement, c'est ça. C'est ce que nous constatons. Nous avons... Mais peut-on réussir, patient parfum d'homme, à inverser la tendance? Parce qu'on parle, certes, des élections législatives et locales du côté du Tchad, mais 2025 est une année élective, pratiquement, sur le continent. Et à chaque fois, ce débat revient.
cette proximité entre parfois l'organe, la structure en charge de l'organisation des élections et le parti au pouvoir. Le débat revient en permanence, patient parfum d'homme. Mais je le dis. Est-ce qu'on réussira à reformer enfin ces structures-là pour qu'elles jouent leur rôle de neutralité dans ces processus électoraux qui s'annoncent? Ça va être compliqué si on ne change pas complètement de système gouvernant dans l'ensemble de nos pays. Regardez un pays comme le Ghana, on venait de parler de Ghana tout à l'heure. Oui. Les élections, à moins de 48 heures, on avait déjà les résultats. Mais en Afrique francophone, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Comment pouvez-vous expliquer que les gens votent un jour, un samedi, il n'y a pas de dépouillement? On ne sait pas ce jour-là ce que cela a donné, alors que les garanties leur ont été données que ça se passerait comme ça. Au niveau de mon pays, le Cameroun, parce que apparemment vous voulez que j'en parle, moi je le dis à qui vous l'entendre, et le CAM, c'est un comité de base de RDPC. Il est quand même très culotté de penser que le CAM peut organiser les élections et que le RDPC les perde. Moi je le dis depuis très longtemps. Voilà. Donc, je le vois avec beaucoup de candeur. Il a cru, mon ami Filina, il a mis, n'est-ce pas, toute son énergie et sa force pour que les élections se passent très bien. Et que, bon, même s'il perd, mais qu'il perd à la loyale, bon, bienvenue en enfer. C'est ça le problème des élections au niveau de notre golfe de Guinée en Afrique centrale. C'est jamais la vérité des unes qui est exprimée. Et il y a plus grave encore sur le plan national, au niveau du Tchad, cette élection n'a pas été très courue. Le taux d'abstention a été énorme. Et là aussi, ça dénote d'un certain refus des populations qui sont passées par ce que Filina nous explique, là, dont lui aussi a eu la même expérience, qui sont passés par là, de dire on ne peut pas continuer à accompagner, à valider une fraude prévue d'avance dont l'objectif n'est que de renforcer un pouvoir, en réalité, qui procède par la brutalité de la fraude pour s'imposer par tous les moyens. Monsieur Sidi et Nabaloum Abdoulaye, nous ne pourrons malheureusement pas faire un dernier tour de table parce que là, nous sommes pris par les contraintes de temps. Veuillez d'ailleurs m'en excuser. Alors, Filina, c'est quoi la suite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait quand on finit par dénoncer toutes ces irrégularités? Qu'est-ce que vous prévoyez au sein du FPF? C'est quoi? Il faudrait annuler le processus électoral, reprendre? C'est l'appel que vous lancez aujourd'hui? Alors, ce que nous lançons aujourd'hui en tant que partisans du Front populaire pour la fédération, c'est faire entendre notre voix aux autorités qui sont chargées de la gestion de ces élections, qui est l'ANGE. C'est quoi, vous croyez encore à cette... c'est-à-dire, vous avez cet espoir que l'ange puisse entendre justement votre voix, malgré tout ce que vous avez décrit tout à l'heure? Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Alors, nous, cette élection a fait rêver beaucoup de jeunes tchadiens de la diaspora. Alors, également, ça a rêvé d'une grande importance démocratique d'ailleurs, historique pour la diaspora. Ces comportements malsains ont terni l'image de notre démocratie tchadienne. Alors, ce que nous appelons ici, nous appelons les organes, c'est-à-dire les organes en charge de gestion de ces élections, de respecter les principes sacrés. Même si on les voit mal, justement, se soumettre également, monsieur les journalistes, avant de sortir, il faut savoir, avant même le déroulement de ces élections, notre candidat a tant dénoncé une mauvaise pratique du parti au pouvoir, MPS, parce que MPS, le candidat d'abord qui est Taï Mamataï, est un diplomate. Et le principe voudrait qu'un diplomate ne doit pas candidater. Alors lui, il est un diplomate. Ou alors il a candidaté. Il a d'abord violé les principes, le premier principe. Ça veut dire que les dés étaient pipés d'avance. Donc c'est ce que nous dénonçons, c'est que... il y a pire, il y a même certains membres de l'Ange qui ont tenté d'être candidats. Vous ne le dites pas assez. Alors également... Vous voyez également, moi je suis l'actualité tchadienne. Voilà. Également, c'était Mamataï. Lui, il a travaillé à l'Ange. Il a travaillé avec l'Ange. Normalement, il ne doit pas être candidat. Pour le parti au pouvoir. On a violé ces principes de l'Ange. Il a présenté sa candidature jusqu'à venir à l'élection. Alors, ce que nous dénonçons, c'est que le Tchad est un jeune pays
Alors, pour sortir, nous sommes à la fin de l'émission. Ok, alors le Tchad est un jeune pays. Nous voulons, nous jeunes de la diaspora surtout, appelons le gouvernement tchadien et les institutions qui sont responsables au respect des principes, au respect des principes des lois. Au niveau de l'élection, au niveau local, etc. Il faudrait que nous respectons, le gouvernement respecte ses engagements, les institutions respectent les engagements. Donc, s'il faut annuler, ce que nous recommandons ici, c'est l'annulation pure et simple de la candidature de notre adversaire du parti au pouvoir, Taï Mama Taï, qui est le coordonnateur qui a travaillé à l'Ange. Voilà. Merci à vous. Philina, Séraphin Gendarme, pour toutes ces précisions que vous avez apportées, d'ailleurs, contenues dans ce communiqué rendu public. Le 3 janvier dernier, nous sommes toujours dans l'attente des résultats définitifs de ces élections. Évidemment. Peut-être pas qu'il y aura grande surprise de ce côté tout de même. De toute façon, vous maintenez cet espoir-là. Merci à vous, Patient Parfendom, mais également Sidi Abdoul Rahman depuis le Bénin. Merci à vous, monsieur Sidi. Nabaloum Abdoulaye depuis Ouagadougou, au Burkina Faso, voilà, qui met un terme à cette émission du Point sur l'actualité, édition du 6 janvier 2025. Merci surtout à la grande équipe de la réalisation, à tous nos nombreux téléspectateurs, auditeurs ou encore auditeurs. Portez-vous bien.